Marc Pellissier, donc je suis président de l'association des usagers des transports flotte Île-de-France, donc association qui essaye de représenter les usagers des transports en commun dans la région afin d'améliorer et de développer le réseau. Alors on a à peu près une vingtaine d'associations adhérentes, puis après on a des adhérents directs. Donc il n'y a pas d'association locale ou par ligne, parce que les associations adhérentes sont souvent par ligne, c'est là où il y a beaucoup de problèmes, les RER notamment, et puis après localement sur certains secteurs. Oui, le champ d'application est large et il peut même aller par extension jusqu'au sujet lié au partage de la voirie, l'accessibilité. Après, ça dépend évidemment de la volonté des uns et des autres et des sujets qui se présentent à nous, mais on essaie d'avoir une vision globale et de prendre en compte aussi, bien sûr, tous les modes de transport. Alors là, je viens de Saint-Ouen, de mon travail, et bien, je suis venu par le bus et le métro. Oui, tout à fait. Et je complète, j'ai la joie de compléter avec le RERB, puisque j'habite sur le RERB à Arcachon. Lié au transport, je dirais, souvent ce qu'on dit, hein, sur le papier on a un des meilleurs réseaux du monde, en particulier dans la zone dense, effectivement, mais dans la vraie vie, on a un réseau qui à la fois dysfonctionne, en particulier sur tout ce qui est SNCF RER, et puis il y a toujours ces fameux problèmes de manque de banlieue. Ça fait 20 ans qu'on en parle, mais c'est toujours vrai. Alors, il y a des choses qui sont en cours. En tout cas, pour le moment, le banlieue est toujours aussi difficile. Et puis s'ajoute à ça un sujet de saturation, alors qui est pour l'instant moins visible avec la crise sanitaire, mais qui probablement peut revenir et qui n'est pas non plus vraiment traité aujourd'hui. Alors les grandes priorités, je dirais qu'il y a des choses qui ont été engagées, compris d'abord par Jean-Paul Huchon puis Valérie Pécresse. On assiste quand même une certaine continuité, c'est le renouvellement du matériel roulant, en particulier côté réseau RER et francilien, et puis les plans bus de développement de l'offre qui se continuent et qui, voilà, je pense qu'il faudra continuer sur le bus parce qu'il y avait un retard important, notamment en Grande Couronne. Par contre, on est dans une situation un peu paradoxale aujourd'hui où, en termes d'investissement, on a beaucoup de choses qui ont été annoncées, beaucoup d'études qui ont été lancées, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va aboutir et quand, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de priorisation. Et aujourd'hui, la Pécresse, par exemple, promet tous les projets, tout le Grand Paris Express, tous les projets que demandent tous les maires, etc. Alors qu'on sait que probablement une bonne partie soit n'aboutira pas, soit aboutira dans des délais qu'on ne connaît pas du tout. Donc nous, on milite pour une opération vérité sur les investissements en Île-de-France et sur un choix de priorité avec des financements vraiment sécurisés, puisqu'aujourd'hui on a de plus en plus, et même avant la crise sanitaire, des dossiers sur lesquels en fait on n'a aucune garantie de financement. Alors, ce débat, c'était déjà un peu celui il y a 10 ans, hein, au moment du début du Grand Paris Express. Nous, on avait dit,
Jean-Paul Huchon avait dit aussi à l'époque, hein, d'accord pour des nouvelles lignes de métro, mais avec un équilibre par rapport à l'amélioration du réseau existant. Et force est de constater qu'aujourd'hui, le Grand Paris Express, avec sa structure dédiée, son financement dédié, avance, certes avec beaucoup de retard, mais en tout cas avance, et y compris des portions de ligne qui ne sont pas d'une grande priorité, voire d'un intérêt très discutable. Et en revanche, sur l'amélioration de l'existant, même si des choses ont été engagées, on se heurte aujourd'hui à des problèmes à la fois financiers, également de manque de ressources en ingénierie, et manque aussi de vision sur les priorités. Je citerai simplement la démarche des schémas directeurs RER et Transilien qui avait été lancée du temps de Jean-Paul Huchon avec Sophie Nougard. Et aujourd'hui, si on reprend où en sont tous ces schémas directeurs, eh bien, beaucoup sont en déshérence, alors même que les lignes sont encore en grande difficulté. Donc, je crois que sur l'équilibre nouveau et amélioration de l'existant, on n'est plus justement à un équilibre et qu'il faut revoir les priorités. Alors, je dirais que c'est quand même ce qui revient le plus, ce sont les sujets de régularité et d'incertitude sur l'heure d'arrivée très concrètement, avec voilà, des lignes qui objectivement pour certaines s'améliorent, comme le RER A, mais qui a fait l'objet d'investissements massifs, hein, y compris un peu sous notre impulsion, quand on a suscité, je dirais, l'achat de nouvelles rames, l'homogénéisation du parc. Mais on a encore tout un tas de sujets, bien sûr, donc, des besoins de remplacement de matériaux, mais il ne faut pas tout miser là-dessus. Il ne faut pas non plus tout miser sur les refontes d'offres. On a vu dans la mandature actuelle de Valérie Pécresse je dirais un intérêt particulier pour ce qu'on appelle les refontes de grilles horaires, parce qu'effectivement il y avait eu des exemples intéressants avec Saint-Lazare Sud par exemple, où la refonte de la grille a permis à la fois d'améliorer la desserte de gares qui en avaient besoin et de gagner en régularité. Mais on a eu un peu l'illusion, je pense, qu'on pouvait juste, par une refonte de grille horaire qui coûte pas cher, entre guillemets, résoudre tous les problèmes. Il y a des problèmes structurels sur un certain nombre de lignes qui vont nécessiter quand même des investissements. Je prendrai qu'un seul exemple, le nœud ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Eh bien, c'est un endroit où ce qui n'a jamais été prévu pour un terminus de RER, il y a des postes d'aiguillage électromécanique d'avant-guerre. Et bien, depuis 10 ans, ce dossier de modernisation du nœud ferroviaire est englué et on n'arrive pas à avoir des décisions, à la fois une indécision politique et un problème de maîtrise et de volonté chez SNCF Réseau. Et donc, c'est des dossiers comme ça qui ne sont pas véritablement pris à bras-le-corps, alors même que Brétigny, bon, voilà, il y a aussi une symbolique, et conserver des postes d'aiguillage d'avant-guerre à Brétigny, ça me semble une aberration. Ça, c'est un vrai sujet parce que nous, globalement, dans le Grand Paris Express, on est favorable à la ligne 15 parce que, d'abord, évidemment, il y a cet aspect banlieue qui nous manque, qui existe avec la 86 sur les routes depuis des années, mais qui n'existe pas en transport en commun. Et puis, effectivement, il y a l'intérêt de l'effet de décharge. Maintenant, cet effet de décharge, on a du mal à avoir des éléments précis et avoir des débats contradictoires sur qu'est-ce que ça apporte réellement. Et l'effet de décharge dépend aussi beaucoup de la façon dont sont conçues les correspondances. Si les correspondances sont malheureusement mal conçues et qu'on a, comme ça se prépare, 50 mètres de dénivelé à Saint-Maur-Créteil entre le RER et la ligne 15,
on risque d'avoir quelque chose de peu attractif et des gens qui feront leurs calculs et que se diront finalement il vaut mieux que je continue à passer par Paris plutôt que de faire des correspondances alambiquées sur le Grand Paris Express. Donc ces sujets-là n'ont pas été bien, je dirais, pris en compte parce que la Société Grand Paris, elle a comme objectif de construire le métro. Les correspondances, c'était pas vraiment son sujet au départ et elle commence à s'y intéresser, mais il y a un vrai problème de gouvernance d'ensemble et au-delà d'ailleurs des correspondances ferroviaires, tout l'aménagement autour des pôles du Grand Paris, comment on fait arriver les bus, comment on fait arriver aussi les vélos, les stationnements vélos. Tous ces sujets-là, ils sont aujourd'hui traités sous forme de comités de pôle, mais ces comités de pôle, il n'y a pas vraiment de pilote dans l'avion. On a donné le pilotage souvent aux villes, dont l'intérêt des villes n'est pas forcément de faire un bon pôle d'échange, sans offenser les maires, mais en tout cas, on a des exemples ici ou là. Et on n'a pas vraiment de pilote. Les associations, que ce soit nous, que ce soit les vélos, ne sont pas invités dans les comités de pôle, contrairement à ce qui s'est passé à l'époque sur les pôles du PDU en 2000. Donc c'est un travail en chambre et parfois le résultat de ce qu'on entend risque d'être décevant. Et donc paradoxalement, on est en train d'investir des milliards dans un réseau qui est en partie utile, mais qui, si on n'a pas réussi ces pôles de correspondance, n'aura pas l'effet escompté. Voilà, et il faut, surtout dans le cadre des difficultés financières qui sont de plus en plus prégnantes, il faut éviter surtout les économies de bout de chandelle où on dit parce que dès lors que c'est pas la SGP qui finance, aujourd'hui on recherche des économies partout. Même la SGP elle-même recherche des économies. Donc, par endroit, elle dit mais est-ce qu'on pourrait pas réduire la taille du couloir de correspondance tant pis, peut-être dans 10 ans il sera saturé, mais on aura fait l'économie et après pour l'élargir, ça coûtera 4 fois le prix. Donc, des choses comme ça sont en train de se décider dans l'ombre et il y a des risques là-dessus. Et donc, et puis les sujets de gare de correspondance oubliés carrément. On a la fameuse gare de Brivilliers-Champigny, la correspondance avec le RERE qui a été oubliée, en tout cas qui n'est pas aujourd'hui, la gare RERE n'est pas financée. Et en plus, elle est à 300 millions parce qu'elle est très compliquée, etc. On a la correspondance ligne H à Pleyel qui n'est pas non plus financée alors qu'elle serait utile pour les usagers du Val d'Oise. Voilà, on a plusieurs trous dans la raquette comme ça. Et donc, il y a besoin d'une reprise en main, mais qui est liée aussi à notre organisation et au fait que finalement, on a beaucoup promis et il faut peut-être se reconcentrer sur des priorités. Les desserts bus en grande couronne. Alors, il y a eu des efforts un peu de renforcement d'offres. Il y a eu quelques lignes express qui ont été créées, bien que malheureusement la dynamique s'est interrompue parce qu'avec la mise en concurrence, les créations de lignes deviennent beaucoup plus compliquées. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire parce que bien souvent ce sont des réseaux historiques dont on a petit à petit changé les tracés, avec parfois des lignes d'heure de pointe, des lignes d'heure creuses, une lisibilité vraiment qui laisse à désirer. Et alors là, il faut trouver le bon niveau de décision. Il faut à la fois arriver à faire participer les collectivités locales, et notamment les communautés d'agglos dans l'amélioration du réseau, parce qu'elles ont quand même un rôle à jouer là-dessus. Et en même temps, garder une cohérence d'ensemble au niveau régional et une compétence des IFM. Donc je pense vraiment il y a encore du travail à faire sur tout ce qui est bus en grande couronne. Là, il y a des vieux dossiers là, qui sont en train de ressortir en ce moment. La renumérotation des lignes de bus, le poteau d'arrêt universel. Ce sont des choses, je pense qu'il faut passer par là. Ça passe pour essayer de donner de la lisibilité, y compris sur un point de vue numérique, pouvoir facilement retrouver les lignes. Aujourd'hui,
Il y a des tas de lignes 100 par exemple en Ile-de-France. Quand on tape ligne 100, on en trouve plein dans Via Navigo. Et c'est pas forcément laquelle c'est. Il y a même des gares où il y a le même numéro de ligne qui va à 2 endroits différents. Donc c'est un peu un enchevêtrement complexe. Donc il y a du ménage vraiment à faire. Et puis il y a cet enjeu aussi des gares routières, en grande couronne en particulier, qui parfois sont un peu à l'abandon, il faut bien le dire. Et là-dessus, il n'y a pas vraiment une gouvernance non plus efficace. On arrive à rien faire, sauf à tout. Soit on rénove tout, soit on fait rien. Et la gestion du quotidien, mettre à jour l'information voyageur proprement, flécher où sont les bus, quand on arrive dans la gare routière, savoir où part tel ou tel bus. Il y a des choses comme ça qui sont assez basiques. On n'arrive pas à la voir. Et puis je ne parlerai même pas de l'info temps réel. Aujourd'hui, on a des dizaines d'écrans SNCF qui ont été financés par IDFM, qui sont censés afficher les temps d'attente des prochains bus. Et tous ces écrans affichent info indisponible. Et ça fait des mois que c'est comme ça et personne ne réagit. Il y a des problèmes informatiques. Voilà. En 2020, c'est pas entendable. Alors, je pense quand même que parfois d'ailleurs les investissements dans Paris peuvent avoir un intérêt pour la banlieue. On voit que des maréchaux, il est utilisé à peu près à 50% par des gens de banlieue, je crois. Donc, maintenant, effectivement, le réseau parisien est déjà assez dense. Nous, on milite par exemple pour un investissement relativement modeste, qui est la fusion des lignes 3 bis, 7 bis. Parce que il n'y a pas de tunnel à creuser, il y a un petit peu de raccordement à faire, mais c'est vraiment minime. Et il y a une occasion avec le renouvellement du matériel qui va arriver. Et curieusement, là, c'est vrai que... Prolongation jusqu'à la gare de l'Est. Alors, prolongation si on veut, mais là, c'est plus cher. Voilà. Donc, nous, on dit version de base déjà, parce que ça a de l'intérêt. On sait que dès qu'on supprime une correspondance, déjà, la ligne sera plus attractive. Après, si on peut aller plus loin, dans une deuxième phase, évidemment. Mais voilà, des choses comme ça. Déjà, la liaison piétonne Gare de l'Est, Gare du Nord, qui est un très très vieux dossier. Bon, l'avant-projet vient d'être approuvé ce matin au Conseil d'Île-de-France Mobilité. Mais ce projet, il avance lentement et il n'est pas financé à notre connaissance. Alors que c'est un truc pas cher, en tout cas qui est abordable. Voilà. Et donc on arrive à trouver 600 millions pour le projet de la gare du Nord. Voilà. Mais la correspondance qui concerne voilà, des dizaines de milliers d'usagers chaque jour, et on n'est pas encore certain qu'elle va se faire. Donc effectivement, il y a des choses dans Paris, y compris typiquement ce genre d'exemple, correspondance gare du Nord, gare de l'Est, c'est quelque chose qui bénéficie aux gens de banlieue, voire même de province, qui font des correspondances entre les grandes gares. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas exclure Paris des investissements, mais il faut que ces investissements aient autant que possible un intérêt au-delà de Paris. Alors sur les tramways, bon, ça a avancé, mais je veux dire, ce plan tramway, il datait d'il y a 25 ans, donc T1, T2, T5, T6, T7, T8. Bon, aujourd'hui, on pense qu'effectivement, il y a encore des choses à faire en tram. C'est pas possible partout, mais il faut finir effectivement T1 et jusqu'à Val-de-Fontenay, arriver à financer jusqu'à Val-de-Fontenay, parce qu'aujourd'hui, ce n'est financé que jusqu'à Montreuil. Il faut certainement aussi faire de l'autre côté le T1 vers Colombes, même si il faut revoir peut-être techniquement le croisement du T1 et du T2 à Colombes. Il y a un sujet de gestion du trafic qui n'est pas totalement évident. Après, le T9 va être en service probablement l'an prochain. Anthony Clamart T10, c'était pas notre priorité. Maintenant qu'il est lancé, je dirais qu'il faut essayer de trouver un débouché à ce tramway, parce que quand même, Clamart, Place de Garde, c'est vraiment le terminus le plus je dirais, médiocre qu'on puisse imaginer. Et de la même façon, évidemment, à Tismont, centre commercial pour le T7, il faut en rester là, il faut faire aboutir à Juvisy le T7. C'est incompréhensible d'en rester
cette phase-là. Donc, terminer ces tramways-là, oui. Après, aujourd'hui, l'insertion d'autres tramways n'est pas forcément évidente. Par contre, on a aussi un sujet pour les sites propres bus. Je me rappelle qu'on disait du temps de Jean Pauluchon, les TZN, on va faire des TZN, ça va aller vite. Les TCSP et bus, c'est pas cher, ça va vite. Aujourd'hui, eh bien, on a un bout de TZN 1 qui est en service. Les TZN 2, 3, 4, 5 sont dans les limbes, soit encore en études, soit pas financés, soit avec des opposants. Bref, donc on a un sujet aussi de faire aboutir ces projets, à moins de considérer que c'est des mauvais projets, mais je pense qu'ils se justifient pour la plupart, et pour beaucoup, ils se sont embourbés. Voilà, il faut vraiment analyser les besoins. On n'est pas dogmatique. La FNUT aime beaucoup le tramway, évidemment. Mais voilà, il faut objectivement, lieu 5 Corbeil, TZN 1, pas forcément le potentiel d'un tramway. Aujourd'hui, ce sont des bus standards, et ça va, et on pourra passer au bus articulé si besoin. On a de la marge. Par contre, effectivement, faire un TZN sur TZN 3 par exemple, Gargan-Paris, c'est peut-être un peu juste. Donc on envisage d'ailleurs des bus biarticulés. Mais les bus biarticulés propres n'existent pas. Donc alors nous on préconise sur ce type de site propre d'envisager le trolleybus, parce que c'est une solution technique éprouvée qui peut être mise en œuvre à un coût raisonnable. Parce qu'aujourd'hui, du bus 100% électrique en 24 mètres de long, vous allez payer ça une fortune et vous n'êtes pas sûr que ça va marcher. On a des exemples à Amiens par exemple. Bon, il y a des entreprises qui se disent, enfin en tout cas qui ont réfléchi un peu là pour notamment des entreprises qui ont plusieurs sites, en Ile-de-France et qui peuvent peut-être, jamais réfléchi que peut-être ils ont des salariés qui pourraient aller sur un site plus proche que celui auquel ils sont affectés. Donc, des choses comme ça, la crise sanitaire peut nous aider un peu à travailler là-dessus. Après, il faut faire attention parce que, par exemple, le télétravail, qui est positif bien sûr, mais certains peuvent se dire, comme je télétravaille, je peux m'installer plus loin de mon travail. Et auquel cas, c'est pas forcément le but recherché. Alors, bonne question. Bon, clairement, c'était les consignes, de toute façon, c'était les consignes de ne pas les utiliser. Après, je trouve que le gouvernement, effectivement, a été un peu anxiogène, peut-être un peu trop quand même, au regard du fait que il semblerait quand même qu'avec le port du masque, et la désinfection et les gels, tout ça, on n'a quand même, en tout cas, pas identifié de gros clusters dans les transports en commun. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contamination, mais on a peut-être un peu, y compris parce qu'on n'avait pas de test, pas de masque, etc., dit voilà, il ne faut pas prendre de transport du tout. Et puis ensuite, on a dit qu'il faut absolument la distanciation d'1 mètre, qui était un casse-tête quand même épouvantable. Bon, donc aujourd'hui, on est un peu entre deux eaux. Alors récemment, on nous disait encore que la fréquentation en Ile-de-France était autour de 40-45% de la normale. Moi, j'ai l'impression que cette semaine, il y a plus de monde. Enfin bon, c'est comme ça à vue de nez, mais je pense pas que... En tout cas, il y a tout un tas de gens. Alors, ceux qui peuvent prendre un vélo, on voit qu'il y a plus de monde sur le vélo. Ceux qui peuvent prendre un vélo, c'est très bien. Maintenant, ceux qui sont en grande couronne, dans Paris, ils peuvent difficilement se reporter sur le vélo. Certains se sont reportés sur la voiture, mais on voit que les bouchons commencent à revenir au niveau d'antan, et qu'on est proche des 250-300 km de bouchons, donc ça ne va pas être la solution. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui vont revenir progressivement. Après, l'activité économique, elle est au ralenti et tout ça, donc on saura vraiment en septembre ce qu'il en est. On peut s'attendre à
voilà, je pense peut-être 10-20% sur certains nous disent, de trafic en moins d'ici la fin de l'année, avec quand même des disparités suivant les secteurs. Et on a bien vu pendant le confinement, il y a des quartiers populaires où il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas d'autres alternatives, ni télétravail, ni voiture, ni autre. Mais l'erreur, je pense, ça serait de se dire, on regarde la photo à l'instant T et puis on a résolu les problèmes de saturation, tout va bien, on arrête d'investir. Autant je disais qu'on n'investira pas éternellement sur des grands tuyaux est-ouest, autant je pense que si on ne traite pas les sujets d'aménagement notamment du territoire, ces sujets de saturation, on va les retrouver tôt ou tard. Et donc, il ne faudrait surtout pas avoir le réflexe qu'il y a eu dans les années 90, où finalement le trafic des transports en commun était pas un peu moribond. Ouais. Et on a vu que l'État et la région, ils avaient lancé EOL et Météor qui pompaient les finances, et il n'y avait plus d'argent pour faire autre chose, et on n'a rien fait. Et en plus, on n'avait rien dans les tuyaux, on n'avait rien en études, et donc on a perdu beaucoup de temps, et c'est pour ça aussi que le contrat de plan 2000-2006 a été très très mal exécuté, puisque les projets n'étaient pas étudiés, et qu'on a mis 2 fois plus de temps pour faire tout ce qu'on avait promis en 2000. Donc aujourd'hui, on a une problématique un peu différente, on a plein de trucs dans les cartons, les études, les trucs, des téléphériques, etc. Alors, certains sont très utiles, d'autres sont à mon avis un peu folkloriques. Donc voilà, il faut faire le tri, mais pas en se disant il n'y a plus besoin d'investir, mais en se disant bon, qu'est-ce qui sera de toute façon utile d'ici 5 à 10 ans. Oui, c'est ça. Il faut à la fois maintenir les efforts qui ont été engagés sur ce réseau, et puis se dire parmi tout ce qui a été étudié, qui est plus ou moins dans les cartons, un stade plus ou moins avancé, oui, il y a des trucs, c'est vraiment utile. Et puis essayer d'avoir un équilibre régional dans ces investissements, parce que objectivement, on a fait croire à la Grande Couronne que le Grand Paris Express c'était aussi pour eux. Et les départements, j'en veux un peu aux départements de Grande Couronne parce qu'ils ont accepté le schéma d'ensemble qui, en réalité, dessert mal la Grande Couronne. J'ai envie de dire que c'est normal parce que le métro, majoritairement, n'est pas fait pour la Grande Couronne. C'est un mode adapté. Couronne. Et donc la Grande Couronne aurait dû demander des garanties sur d'autres projets dont ils ont vraiment besoin. Je pense au Val d'Oise par exemple, qui aurait dû avoir des garanties sur l'arrivée de l'extension Nord T11 à Argenteuil et Sartrouville, qui est un projet qui a 20 ans, plus de 20 ans, et qui a arrêté faute d'argent. Alors qu'il pourrait desservir la première ville du Val d'Oise et par le jeu des correspondances donner accès à une partie de l'Île-de-France. Et le Val d'Oise s'est accroché à une gare dans le triangle de Gonesse sur la ligne 17 où il n'y a pas d'habitants. Enfin, pour nous, c'est incompréhensible. Et il continue à avoir cette position. Ah mais on veut cette gare, oui mais il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas de repas city, mais on veut la gare parce que c'est dans le Val d'Oise. Parce que sinon on n'a rien. Enfin, qui peut défendre quelque chose comme ça? Donc voilà, nous vraiment on a du mal à comprendre la position des collectivités, des départements de Grande Couronne. Et par contre, il serait bon effectivement qu'on ait une région qui pense aussi à la Grande Couronne, mais pas seulement dans des chimères, mais dans des vrais projets de Grande Couronne. Des vrais projets de Grande Couronne. Parce que c'est ce que nous disent nos adhérents et les associations de Grande Couronne, nous disent. Ils ont un peu l'impression d'être oubliés des schémas de transport. Alors en plus ceux qui ont été découpés là dans la desserte du RERD là sont encore plus je dirais désappointés parce qu'effectivement on leur a coupé leur accès à Paris, la ligne ne marche pas vraiment mieux, ouais. Et ils ne le retrouveront jamais parce qu'en plus les choix qui ont été faits sont définitifs. Enfin, en tout cas ils pourraient le retrouver moyennant des investissements qui ne sont pas financés aujourd'hui. Donc effectivement il y a eu voilà, je pense que la Grande Couronne peut s'estimer, enfin les usagers peuvent s'estimer lésés
Mais les départements peuvent s'interroger sur leur positionnement depuis 10 ans qui a été souvent contre-productif. Intéressant.